Bonsoir, bienvenue sur le plateau du Grand Débat sur Village Semences by Semae. Nous allons parler d'un sujet ô combien d'actualité, parce que régulièrement, on nous parle du monde d'après, après le Covid, un monde qui serait d'un coup de baguette magique, plus vertueux, plus moral, plus ceci, moins cela. Alors, justement, quelle sera la place de l'agriculture dans le monde d'après? Les agriculteurs vont-ils pouvoir capitaliser et surfer sur la vague? Rappelez-vous, pendant la crise du Covid, le président Macron disait que les agriculteurs étaient aussi essentiels que les personnels soignants en France, personnels soignants qui étaient applaudis tous les soirs, souvenez-vous, à 20h, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs des agriculteurs. Alors, pour parler de tout cela, je vous présente nos invités. Wolfgang Burtscher, bonjour. Vous êtes directeur général de la DG Agri à la Commission européenne. L'avis de l'Européen que vous êtes nous intéressera beaucoup sur ces questions de monde d'après-Covid. Nous recevons également Jean-Marie L'Enfant. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Bienvenue à la ferme. Bienvenue à la ferme, c'est une initiative des chambres d'agriculture. Laurent Grandin, bonsoir. Vous êtes le président d'Interfel. Et puis Pierre Pagès, vice-président de Semae. Bonsoir. Alors moi, je voudrais votre avis aux uns et aux autres sur le monde d'après. Est-ce que le monde d'après, pour l'agriculture, va être aussi fantastique qu'on peut l'espérer? Wolfgang Burtscher. Tout d'abord, le Covid a quand même à nous rappeler tous ensemble l'importance de la production des aliments, qui est une tâche principale de l'agriculture. Et grâce aux agriculteurs, grâce à la politique commune, on a quand même réussi qu'une crise sanitaire énorme n'a pas évolué en crise alimentaire. On a tous eu suffisamment des aliments. Pour certains sens, c'est normal, mais je crois que beaucoup de gens ont réalisé comment c'est important d'avoir suffisamment de nourriture et de nourriture de haute qualité. Et d'ailleurs, les événements d'aujourd'hui actuels nous reconfortent dans cette position. C'est-à-dire, je crois, la société se rendu compte de l'importance de la production de nourriture. Mais il est également vrai que les défis que l'agriculture doit rencontrer dans l'avenir ne sont pas disparus. On parle beaucoup maintenant de Green Deal. Est-ce que c'est encore le bon agenda pour affronter le nouveau monde? Rappelons-nous un moment pourquoi on fait le Farm to Fork Strategy. Parce que le plus grand ennemi pour la sécurité alimentaire, c'est le changement climatique. Regardez en Espagne et en Portugal, qu'est-ce qui se passe? La qualité des terres, s'ils sont plus bonnes. C'est-à-dire, l'agenda de verdissement reste sur notre agenda. Et c'est également une agenda pour nous assurer la sécurité alimentaire dans l'avenir. Alors, là, moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette question d'actualité. Laurent Grandin, vous qui représentez les filières fruits et légumes, les agriculteurs qui étaient beaucoup montrés du doigt avant la crise Covid sont devenus les meilleurs amis des Français. À tel point que si on avait pu les applaudir le soir à 20h, on l'aurait fait aussi. Alors je dirais qu'il y a eu plusieurs périodes. Mais je pense que le regard a changé. D'ailleurs, on avait un baromètre que l'on fait tous les ans de confiance avec France Agrimaire et les producteurs dans ce baromètre ont beaucoup progressé. Donc oui, indéniablement, il y a une prise de conscience et les événements tragiques autour du Covid, notamment de la première partie où il y a eu un quasi-blocage des échanges, a témoigné du fait de l'importance d'une sécurité alimentaire sur le territoire. Aujourd'hui, chez nous, il faut savoir que 50% des produits, seulement 50% des produits qui sont consommés sur le territoire sont produits sur le territoire. Alors, il y a des explications rationnelles à ça, il y a les fruits tropicaux, il y a les agrumes, mais néanmoins, on est sur une moyenne très basse par rapport aux autres pays. Et la question la question de l'âge, qui va être une rupture dans les 10 ans qui viennent, et l'adaptation de ce que signalait monsieur de nos productions au changement climatique, va nécessiter des investissements importants en matière de variété, mais aussi en matière d'espèces. Donc oui, il y a eu un effet, oui, il est perçu, il est perceptible. Maintenant, il y a une réalité aussi de pouvoir d'achat contraint avec la situation économique environnante.
Alors justement, Jean-Marie L'Enfant, on l'a vu pendant la crise Covid, il y avait du monde dans les fermes. On venait se fournir directement chez vous d'ailleurs ou chez vos collègues agriculteurs. Est-ce que c'est toujours aussi vrai aujourd'hui en temps de... Alors l'expression est mal choisie bien évidemment quand on sait ce qui se passe en Ukraine, mais en temps de paix sanitaire en France? Oui, effectivement, on a eu beaucoup de visiteurs dans nos fermes. Beaucoup de voisins ont découvert, beaucoup de personnes ont découvert qu'ils avaient un voisin agriculteur, un voisin producteur. D'ailleurs, à cette période-là, on a pu monter des drives. Beaucoup de drives ont été montés qui avaient un fort succès. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu un glissement de consommation. Un peu moins, pas forcément. Glissement de consommation et glissement de l'endroit où on va faire ses courses. Les gens sont revenus aussi un peu vers la grande distribution. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons gardé un pourcentage de nouveaux clients et nouvelles générations. Alors, comment ça s'est passé dans le monde des grandes cultures et a fortiori dans le monde de la semence, Pierre Pagès? Parce que chez vous, on ne vient pas acheter des semences pour les mettre dans son jardin. Mais est-ce que vous avez senti quand même cette remise en avant du monde agricole? Alors on l'a senti aussi, mais je pense que si on revient sur le monde d'après, il est très largement conditionné aux crises qu'on vit maintenant. C'est le monde actuel et c'est les crises qu'on enchaîne. Donc la crise sanitaire d'abord, elle a effectivement fait prendre conscience de la place de l'alimentation. Elle a aussi de la proximité qu'on avait avec le monde agricole, mais elle a aussi fait prendre conscience que pour gérer des crises, on avait besoin de la science et qu'on ne pourrait pas le faire sur le Covid. On a bien compris que c'est par la science qu'on arriverait à en sortir, c'est par les innovations et les avancées scientifiques qu'on le ferait. Pour poursuivre sur la crise actuelle, en fait, on a construit des orientations de l'agriculture et une politique agricole qui est très largement conditionnée par les enjeux environnementaux, les enjeux climatiques. C'est des vrais sujets, vous le rappeliez, et ces sujets sont essentiels. La crise qu'on vit aujourd'hui en Ukraine nous rappelle avec beaucoup de brutalité qu'on ne peut pas construire une politique agricole basée sur la préservation de l'environnement, quitte à mettre à mal les capacités de production, parce que les enjeux alimentaires sont des enjeux qui sont absolument centraux. Et que c'est pas seulement à l'échelle de l'Europe qu'on doit raisonner ça, et on voit bien que les répercussions que ça aura suite à cette crise-là, elles sont bien plus larges, et que l'enjeu alimentaire, il est global, et il est essentiel. Wolfgang Kurcha, vous avez peut-être entendu sur le salon différentes visions. Des gens qui disent, effectivement, il faut qu'on avance. Il y a les grands enjeux pour 2030, de réduction des intrants, etc. Il faut continuer. Il faut de la place pour la recherche également. Et puis il y en a d'autres qui disent, en ce moment, avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, on va avoir des problèmes d'approvisionnement probablement dans les mois qui viennent. Donc il faut abandonner ou en tout cas laisser de côté nos grandes ambitions pour 2030 et peut-être les remettre à plus tard. Vous pensez quoi? Il faut continuer ou il faut attendre un peu? J'ai essayé de réfléchir au début sur cette question parce que je pense il faut faire les deux choses et les deux choses sont compatibles. On est quand même actuellement en Europe dans une heureuse position du self-sufficiency sur le plan de céréales, sur le plan de fruits et légumes, sur le plan de livestock. Mais on est aussi vulnérable sur les entrants. On le sait sur les engrais, sur les animal feed. Mais on a dans la nouvelle PAC, dans le plan stratégique national, des moyens de devenir plus résilients exactement pour adresser ces défis. Et je crois maintenant dans la crise, les États membres doivent se vraiment demander est-ce que dans le plan stratégique qu'ils ont préparé, est-ce qu'ils adressent suffisamment ces questions? Par exemple, l'agriculture de précision qui nécessite moins de engrais. Est-ce qu'on a fait suffisamment pour l'avancer? La question de protéines qu'on permette dans la nouvelle PAC pour assurer une plus grande indépendance sur la nourriture des animaux. Est-ce qu'on a suffisamment fait? Les risk management tools pour assurer une revenu aux agriculteurs, on a fait suffisamment. Sur les interventions sectorielles, on a fait suffisamment. C'est-à-dire,
Moi, je pense, et je suis vraiment fortement convaincu, si on ne veut pas avoir des plus grands problèmes de food security dans l'avenir, il faut mettre en œuvre la politique agricole Farm to Fork. Et d'ailleurs, je rappelle que tout le monde était d'accord, que les objectifs de cette politique verte, tout le monde les a partagés. Et où il y avait un débat, c'était les objectifs quantitatifs. Et la Commission, à plusieurs reprises, a dit que ces objectifs sont de nature aspirationnelle. C'est-à-dire, on doit essayer de mettre en œuvre cet agenda, et je crois que c'est toujours valable. Pierre Pagès, vous partagez les propos de votre voisin? On doit, enfin je le disais tout à l'heure, on doit clairement avoir une politique agricole commune qui vise, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, à sécuriser la production et les volumes de production. Et vous en avez parlé, je crois que l'innovation est centrale là-dedans. C'est de l'innovation sur les pratiques, c'est de l'innovation sur le digital, la mécanisation. C'est aussi de l'innovation sur les semences. On a des outils à amener qui peuvent à la fois contribuer à sécuriser les enjeux environnementaux, parce qu'ils sont essentiels et ils restent essentiels, mais en gardant des niveaux de production et de productivité qui restent élevés. On doit arriver à produire plus en produisant mieux, et les semences vont contribuer et doivent contribuer et peuvent contribuer à ces avancées-là. Jean-Marie L'Enfant, la question aussi des consommateurs aujourd'hui, et c'est sans doute une des conséquences du Covid et du monde d'après, comme on le dit, c'est la santé. Finalement, on ne veut plus se nourrir uniquement pour se nourrir, mais on veut quasiment se soigner en mangeant. Pour vous, ça va être aussi une nouvelle donnée à prendre en compte. Oui, effectivement, mais le consommateur, ce qu'il veut, c'est connaître. Ce qu'il veut surtout, c'est savoir d'où ça vient, comment c'est fait. Et le marketing industriel pointe du doigt, en termes de communication, l'endroit, l'agriculteur où c'est fait. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils en veulent un peu plus. Ils veulent pas uniquement un acteur, quelqu'un qui soit mis en photo. Ils veulent savoir d'où vient et qui a fait le produit. Laurent Grandin, ça va supposer aussi encore plus de transparence, encore plus d'explications, notamment chez vous, chez Interfel. Bon, on est déjà sur des produits chez nous qui sont en jeu de santé publique. Il faut rappeler que les fruits et légumes sont considérés par l'OMS et l'ensemble des organismes de santé comme bénéfiques pour la santé. On est confronté d'ailleurs devant nous à un mur de difficultés autour des maladies cardiovasculaires, des cancers, mais aussi de l'obésité. On parle de 40 milliards aujourd'hui, de 100 milliards en 2030. Donc il y a des enjeux importants autour de ça. Je dirais que oui, effectivement, mais nous avons déjà sur les fruits et légumes historiquement une traçabilité obligatoire. Donc les gens savent d'où les produits viennent. Effectivement, aujourd'hui, par rapport à d'autres démarches, le local l'emporte largement dans les attentes citoyennes. Avec une réserve toutefois, qui est celle à laquelle monsieur est confronté aujourd'hui, c'est que ce qui a pu être possible pendant une période où les gens étaient relativement confinés, où vous avez plus de temps, tant pour aller voir les produits, les producteurs, que cuisiner, se révèle plus difficile à mettre en œuvre. Et je pense que là, c'est à la production de trouver les solutions d'adaptation pour répondre à ces attentes en conciliant la proximité des produits et leur réalité de production locale. Jean-Marie L'Enfant. Oui, ça me fait penser à une chose. On veut de la proximité, on veut aller sur des aliments bons pour la santé. Par contre, avec nos lois Egalim, moi j'aimerais bien qu'on affiche d'où viennent les aliments qu'on donne aussi aux enfants dans les collèges, dans la Restoco. Parce que d'un côté, nous, on va faire le boulot, on va faire le travail, on va expliquer d'où ça vient, comment ça vient. Et de l'autre côté, quand même, il y a un grand masque noir. Alors, on va continuer ce débat, on va parler des grandes cultures. Mais avant cela, je voudrais que vous voyiez l'un des reportages que les équipes de Village Semences ont tourné ces jours derniers. Regardez plutôt. Là, vous êtes dans une serre de production. Et puis ici, on va produire des jeunes plants de fleurs
des jeunes plants de légumes. Donc nous, on produit pour des particuliers, des amateurs. Donc ça représente à peu près 25% du chiffre d'affaires. Et puis le reste, c'est à destination soit des jardineries, des collectivités, voilà, donc différents types de magasins. Donc on réceptionne les plants de pommes de terre. Ces semences vont être passées dans des machines. Ça va être trié, pesé et transformé dans des petits sacs qui vont être après vendus en magasin pour le jardinier amateur. Nous, au sein de l'entreprise, on a réfléchi à faire de la livraison directement à domicile. Les gens étaient très intéressés de recevoir des plants de légumes à domicile parce qu'ils étaient confinés, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Après, on a eu l'ouverture en drive. Donc nous, on a l'habitude, on va les livrer avec des relantiers de marchandises, tandis que là, il fallait livrer à la petite barquette, au godet, au cajot, en bois, etc., quoi. Donc nous, on s'est retrouvés face à des barrages dans le sens où nos clients qui sont dans la grande distribution étaient fermés. Et on a senti de l'autre côté que les clients, les jardiniers, les vrais jardiniers, ils se retrouvaient dans leur maison à devoir s'occuper de leur intérieur, mais aussi de l'extérieur. Cette jeune génération de jardiniers n'ont pas du tout les mêmes formats de potager et de jardin. Et c'est pour ça qu'on a créé des conditionnements beaucoup plus petits, plus restreints. Auparavant, les grandes ventes des pommes de terre, c'était des sacs de 5 kg, voire plus, 10 kg ou 25 kg. Dorénavant, le format classique standard, ça va être du 1,5 kg, voire même du petit format de 25 plants qui fait grosso modo 700 grammes. Ce qu'on peut voir, c'est surtout des jeunes qui se mettent au jardin et puis des gens, par exemple, qui sont en location, qui n'ont pas grand-chose comme terrain ou qui ont... voilà, qui ne savent pas par où commencer, ils vont se mettre à faire du jardin dans des petits conditionnements, dans des petits contenants, jardinières, un pot, etc., pour faire un peu de radis, pour faire un peu de tomates, un peu de fraisier, etc. Donc, des nouvelles variétés, donc qui sont adaptées à pousser sur des petits conditionnements, avec des cycles un peu plus courts. Et puis, on leur apporte un conseil avec la photo, ce qu'on appelle chez nous un chromo, donc avec le produit fini, le légume et des conseils au dos. Maintenant, dans ces nouveaux clients, il faut les aider, les orienter, user de pédagogie et donc expliquer et aussi charmer le consommateur puisque la pomme de terre en elle-même n'est pas forcément séduisante. Et donc là, on a mis les choses à l'envers. Au lieu de parler de commercialiser une variété de pommes de terre telle que tout le monde connaît, la Binge ou la Charlotte. Là, on va effacer la variété et on va parler de destination culinaire. On a été faire des segmentations sur des thèmes cuisine, tels qu'on voit ici avec les frites, les grenailles, les pommes de terre spéciales four, gratin. Les magasins ont très souvent leur propre rayon, donc ils mettent eux-mêmes leur rayon avec les grands classiques. Nous, en tant que spécialistes de la pomme de terre, on leur prépare un concept, un display prêt à l'emploi qui permettra de parler à ses clients et ce concept-là va s'intégrer dans leur rayon. Les gens donc viennent, ils aiment bien savoir d'où viennent les produits. Donc savoir si ça a été produit à l'étranger ou pas, ou si ça a été l'horticulteur, le jardinier du coin qui l'a produit. Et puis en cas de doute, au moins, ils viennent redemander des conseils. Et puis on cultive aussi des variétés qui sont adaptées au terroir. Ça fait plaisir de voir toutes ces nouvelles questions qui arrivent. On parle de permaculture, de comment est-ce qu'on peut associer les plantes, etc. Donc ça fait partie de la transmission et du partage qu'on peut avoir dans le jardin potager, de règle générale, quoi. Sont de vendre des semences. Alors indéniablement oui, et c'est une des adaptations qu'on a voulu donner à la filière et à l'organisation de la filière, de pouvoir représenter toute la diversité des semences. On a une grande variété d'espèces d'abord bien sûr, mais à l'intérieur de ces espèces, et particulièrement on a vu l'exemple des productions potagères là, on a une diversité d'utilisateurs, on a une diversité d'opérateurs aussi, et il a fallu on a eu la volonté de regrouper toute cette diversité-là et de pouvoir la mettre en avant au service des consommateurs et au service des citoyens aussi d'une certaine manière. Wolfgang Burtscher, est-ce que nous, les consommateurs français, nous sommes redoutablement exigeants? Nous voulons savoir d'où viennent les produits, d'où viennent les graines,
d'où viennent les plants, comment ça a été transformé. Mais au niveau européen, est-ce que tous les pays, tous les consommateurs européens sont aussi exigeants que les Français? C'est-à-dire, je pense effectivement que les expectations des consommateurs et des citoyens vont dans le sens de savoir le plus possible sur les qualités des produits et leur soutenabilité en fait. D'où est-ce qu'ils viennent, le transport, est-ce que c'était 100 km? Récemment, il y avait une grande discussion en Autriche parce que dans une station d'hiver, ils ont servi de la viande de l'Australie. Alors la question était, est-ce qu'on a besoin de ça sur une station de ski en Autriche? C'est-à-dire, c'est effectivement des questions qui sont au cœur des intérêts des consommateurs. La question est-ce que chaque producteur a la possibilité d'aller à rencontre de ses besoins? Est-ce que de là, il faut le faire obligatoire? Ça, c'est deux discussions différentes. Si les citoyens attendent toutes sortes d'indications sur un produit, les producteurs sont intéressés de le faire. Mais est-ce que de là, je dois aller à l'indication, par exemple, d'origine obligatoire? Et là, il y a quand même un débat en Europe sur le marché unique et la tension entre un gastronationalisme et le marché unique, en fait. C'est-à-dire, tout ce débat a lieu. Je crois nos services de la Commission, l'année prochaine, ils doivent venir avec une initiative sur l'étiquetage d'origine des produits. Et là, toutes ces questions vont arriver. Il est clair que parmi les États membres, à ceux qui sont plutôt favorables à un étiquetage obligatoire de l'origine. Il y a qui, par exemple? Qui sont les États membres favorables? Je crois dans un État membre qui est plutôt favorable. Les Autrichiens, par exemple, sont aussi favorables, mais d'autres qui ont un commerce international sont plus hésitants là-dessus. Je crois l'autre risque qu'on va voir dans l'avenir, s'il n'y a pas de règlement communautaire, c'est que le producteur... On a un autre débat maintenant, vous connaissez le débat sur le Nutri-Score. Est-ce que c'est Nutri-Score ou est-ce que c'est autre chose? Bientôt, on va avoir un autre débat. Quel produit est soutenable et quel produit est non soutenable? Et chacun commence à inventer son certificat et son label. Mais quels sont les critères? Est-ce que c'est la santé humaine? Est-ce que c'est le kilomètre de transport? Est-ce que c'est l'utilisation de pesticides? Est-ce que c'est l'animal welfare criteria? Il y a 100 000 questions qu'on peut grouper sous le terme soutenable. Et ça va être un débat très, très intéressant en fait. Laurent Grandin, justement, s'il y a ce débat et si effectivement on met des critères supplémentaires en termes de développement durable, en termes de soutenabilité des produits, il y a des produits qui risquent de... Alors, pas de disparaître des étalages, mais quand même. Je pense à l'ananas, par exemple. Pour certains ananas, ça peut être, alors qu'ils viennent parfois de départements d'outre-mer, ils peuvent disparaître. Oui, disons que je pense qu'aujourd'hui, il y a un progrès qui est fait dans la restauration. Alors, je le rappelle, pour les fruits et légumes, l'indication d'origine est obligatoire dans toute l'Europe depuis très longtemps. Il vient d'être décidé en France une identification de l'origine des viandes aussi, y compris dans la restauration collective. Ce que nous croyons, nous, à Interfel, puisqu'on représente toute la filière des fruits et légumes, c'est qu'il faut donner le maximum d'informations et de choix. Il faut veiller aussi à des concurrences loyales, parce que un des problèmes du marché unique, c'est que l'harmonisation fiscale et sociale n'est pas complète, quelquefois environnementale non plus. On a la tendance dans ce pays aussi à vouloir surtransposer beaucoup de règles européennes, ce qui nous handicape en complément de règles qui sont là justement pour faire fonctionner ce marché unique. On a la question en ce moment qui est discutée des clauses miroirs vis-à-vis de pays tiers. Je crois que ce qui est important, une fois que tous ces éléments sont transparents sur les modes de culture, sur leur contenu, il faut que le consommateur après prenne sa décision. Je peux vous dire qu'en restauration d'entreprise, le premier produit vendu dans l'année, c'est l'ananas aujourd'hui. Mais parce qu'il y a une régularité de goût et qu'il est relativement facile d'utilisation. C'est pas forcément attaché à une origine, d'autant qu'aujourd'hui l'impact CO2 de ces produits est relativement faible quand il vient par bateau. Et il vient à 90% par bateau. Alors, Jean-Marie L'Enfant, je vous voyais un petit peu
bondir. C'est sur les questions d'origine. Effectivement, j'ai lu des études, notamment sur un ensemble de pays européens qui sont plutôt avec une notion nationale. Et en France, sur la réponse au marché public, c'est vraiment important qu'on puisse aller plus loin qu'une identification nationale au niveau de nos marchés publics. Enfin, vous savez bien, c'est une réclamation française, mais on est quelques pays d'Europe à pouvoir mettre en avant des régions, des localisations régionales avec des typicités. Et dans la réponse au marché public, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir mettre en avant un peu plus au niveau local. Parce que je le disais tout à l'heure, sur Egalim et sur la première réponse, c'est dire la deuxième partie qui n'est pas en local, elle vient de partout. Et là aussi, on veut une étiquette. Là aussi, on veut une étiquette parce que des poulets, je dirais, brésiliens, c'est pas marqué. Le poulet, il vient de Roumanie, de Brésil ou de je sais pas où. Et ça, on a besoin de ça. Quant au Nutri-Score, c'est pas simple non plus. Moi, je suis producteur d'huile, donc forcément, c'est gras. Donc, je me dis, je vais plus en vendre. Oui, d'ailleurs, il y a de nombreuses polémiques. Hein. On a vu au Salon de l'Agriculture les producteurs de foie gras aussi pester Pierre Paget. Je sais que chez Euralis, votre port d'attache à Pau, on produit du foie gras et vous êtes en Nutri-Score, vous avez un Nutri-Score détestable. Mais c'est un produit d'exception, donc ça se compense. Alors, je voudrais qu'on conclue parce qu'il nous reste 3 petites minutes. Wolfgang Burtscher, tout à l'heure, vous parliez aussi de ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Je voudrais votre avis en tant que directeur de la DG Agri. Vous êtes inquiet aujourd'hui? Pardon? Est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez la situation entre l'Ukraine et la Russie? Mais sur le plan du droit international, je crois que tout était dit. C'était une agression qui contredit toutes les règles du droit international. Sur les conséquences sur la politique agricole, je crois, on se rend compte tous que l'Ukraine et la Russie contribuent 30% du marché international sur les céréales. Pour l'Europe, dans un premier temps, il n'y a pas de risque sur le céréal, ni sur les livestock, parce qu'on est, si vous voulez, autosuffisant. Les dépenses qu'on a surtout de l'Ukraine, c'est concernant les aliments, pour les animaux, et les engrais de la Russie, enfin le gaz, les prix énergétiques et les conséquences sur les engrais. Ça, c'est le risque le plus grand à l'instant, qui peuvent avoir un impact sur les revenus des agriculteurs et par conséquence sur les prix agricoles, sur le food. Mais je crois qu'on a dans notre arsenal, et on l'a montré dans la crise Covid, des instruments qu'on peut utiliser pour atténuer les risques relatifs. Évidemment, cette dépendance du céréal russe et ukrainien va avoir une conséquence sur la géopolitique des céréales. Il y a aussi des questions de développement là derrière. Si des pays comme l'Égypte, l'Afrique du Nord sont dépourvus des exportations, ça peut avoir des répercussions assez graves. Et est-ce qu'on peut envisager, parce qu'il reste ces fameuses jachères un petit peu partout en Europe, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, ben non, on a besoin de terre pour cultiver en plus, de produire plus, de plus avoir peur de produire et d'avoir des surplus de production, parce que là on trouvera preneur pour ces surplus de production. Vous voulez toujours revenir sur la même question. Je vous ai dit que moi je pense quand même les considérations environnementales sont très importantes. Le débat sur le jachère, elle était soulevée hier dans le débat des ministres. La Commission européenne va examiner cette question. De toute façon, la demande pour l'instant c'est une demande temporaire pour l'année 2022. Eh bien écoutez messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur le plateau de Village Semences by Semae pour un nouveau grand débat consacré à l'agriculture. À bientôt. Merci. Merci. Merci.